Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un événement que vous ne voudrez pas manquer, qui est le Tech Rocks Summit 2024. Les 2 et 3 décembre, on se retrouve donc pour 2 jours intenses de conférences inspirantes, de discussions passionnantes et d'expériences qui sortent de l'ordinaire. Ce sera l'occasion parfaite de découvrir des idées neuves, d'échanger avec des leaders du secteur et de se plonger dans le thème de la résilience dans la tech. Ça va être un moment vraiment unique, donc si vous avez envie de vous enrichir, de networker ou juste de vous inspirer, eh bien on vous attend, le lien est en description de l'épisode de ce podcast. J'espère qu'on vous y verra nombreux et nombreux et on a hâte de vous retrouver. À très bientôt. Alors pour moi, la qualité numéro 1 d'un tech leader, c'est vraiment la capacité d'apprentissage. Donc que ce soit vraiment la rapidité pour apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi juste la motivation à apprendre. Il y a beaucoup d'éducation sur le fait de ne pas passer trop de temps à développer des choses qui demain ne vaudront plus le coup. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série thématique dédiée aux speakers du prochain Tech Rock Summit qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2024 à Paris et qui sera autour du thème de la résilience. Je suis Cyril Morcrette, je suis CTO de Peppernest. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Katia Gilles Guzman. Alors bonjour Katia. Bonjour Cyril. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Katia, je suis solution architect chez OpenAI. Donc moi mon job au quotidien c'est d'aider nos clients à construire des solutions innovantes en se basant sur nos API. Et à côté de ça, je développe aussi des assets, donc par exemple du code pour accélérer nos users dans le développement de leurs produits avec notre technologie. Et sinon aussi, dans mon temps libre, à côté de ça, je continue à développer pas mal de choses. Donc, je reste quand même pas mal dev à côté. Bah alors justement pour commencer, je te propose qu'on parle un peu de ton parcours parce que je crois que comme tu viens de le dire, t'as un long passé de développeuse et aujourd'hui qui est allé doucement vers le travail de démocratisation de l'IA dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire un peu vers quoi t'es passé, quelles sont effectivement tes expériences passées qui t'ont amené jusqu'à OpenAI? Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours été passionnée par l'informatique, par la technologie en général. Je dirais que mon addiction à l'ordinateur a commencé quand j'avais 4 ans. Et donc après, j'ai appris à coder assez jeune et je savais que je voulais travailler là-dedans. Donc j'ai fait un parcours classique pour devenir ingénieur, donc prépa, école d'ingé. Et suite à ça, j'ai rejoint Microsoft pour mon premier job. Donc j'étais software engineer, mais pas software engineer classique. J'étais pas dans une équipe produit à travailler sur un seul produit en particulier. J'étais software engineer dans une équipe un peu particulière où on travaillait avec des clients. Et donc, j'aidais les clients à développer des technologies, enfin des solutions avec des services Azure. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vraiment découvrir un peu le monde de l'IA parce que je travaillais surtout avec ce qu'on appelait à l'époque les cognitive services. Donc, c'était un peu l'ancêtre des services IA sur Azure aujourd'hui. Enfin, quand je dis ancêtre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais d'un point de vue tech, c'était il y a une éternité. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à découvrir un peu ce domaine. Donc, je me suis pas mal formée sur le machine learning, sur la data science, et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, vraiment, je me suis vraiment passionnée pour l'IA en général. Mais après, j'avais envie de changer un peu, puisque j'avais toujours eu cette envie de faire une boîte, en fait, de devenir entrepreneuse. Donc, je me suis lancée après 3 ans chez Microsoft, j'ai quitté mon job et j'ai voulu un peu tester l'aventure entrepreneuriale. Donc, j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Enfin, j'avais pas mal d'idées, mais j'avais pas une grosse conviction sur l'idée que j'avais envie de faire. Donc, j'ai rejoint un startup studio et tout ce que je savais, c'était que j'avais envie justement d'utiliser ces services IA que je connaissais pas mal via mon job chez Microsoft. Et j'aimais bien aussi tous les sujets d'automatisation et en particulier appliqués au customer service. Donc, avec ce startup studio, j'ai développé une boîte qui était donc pour les customer service dans le manufacturing, parce que le startup studio était spécialisé justement dans ce domaine du manufacturing. Et donc, il y avait un gros côté automatisation. Et donc, j'ai continué à développer avec l'IA justement pour faire cette boîte. Donc, ça marchait très bien au début. Enfin, d'un point de vue commercial, c'était pas viable parce qu'en fait, on passait beaucoup de temps à préparer toutes les automatisations. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que si j'avais fait la même boîte 2 ans plus tard, ça aurait été une histoire complètement différente parce que la technologie n'était pas du tout pareille à l'époque. Donc, on passait beaucoup de temps à créer en fait
tous ces process pour chaque client. Et du coup, d'un point de vue commercial, ça valait pas le coup. Et donc, on a pivoté, on a pivoté beaucoup de fois d'ailleurs, on a beaucoup itéré. Et donc, après un certain temps à tâtonner, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus passionnée par le sujet, parce que la vision avait pas mal changé depuis le début. Et donc, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que vous savez que c'est pas possible d'entreprendre si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. C'est trop compliqué à côté, donc il faut vraiment être à fond. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Stripe en tant que solution architecte. Donc, j'ai pris l'opportunité, on a arrêté, j'ai aidé un peu les quelques personnes dans notre équipe à trouver autre chose. Et moi, du coup, j'ai arrêté la startup. J'ai rejoint Stripe en tant que solution architecte. Et donc là, c'est la première fois que je faisais officiellement le job de solution architecte, même si c'était en fait très similaire à ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire un mélange de tech et de customer facing, donc parler à des clients, mais les aider avec leur sujet tech. Et donc, ça se passait très bien. J'adorais en fait ce mélange des deux mondes, mais il me manquait un peu le côté IA que j'aimais beaucoup. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre OpenAI, donc c'était pas très longtemps après, c'était 1 an et demi après, j'ai pas réfléchi plus que ça. Et voilà, donc j'ai fait le même job, solution architect, mais vraiment focalisé sur les services IA. Et donc, là, c'était job de rêve. Je fais maintenant exactement ce que j'adore, c'est-à-dire un mélange de tech, développer des choses et en même temps parler avec des clients et les aider avec de la technologie qui est hyper intéressante. Donc voilà, très contente. Alors donc là aujourd'hui, si on peut résumer, donc l'exemple de résilience déjà aussi, qui est le point, parce que ce passé entrepreneur, je pense, t'as été très profitable. Mais donc aujourd'hui, ce que tu proposes, enfin ce que tu aides, c'est vraiment le développement de l'IA au sein des entreprises pour voir comment elles peuvent intégrer ces nouveaux concepts d'IA générative dans leur quotidien, ou c'est quelque chose de plus large. Exactement. Bah, c'est vraiment tout ce qui est intégration de nos API dans une solution. Donc, ça peut être très large et ça peut être vraiment des sujets d'optimisation très précis, comme aider aussi au brainstorming et partir de rien et voir comment en fait construire une solution à partir de ces API qui permettent d'infuser de l'IA dans des applications. Et puis je pense qu'en plus tu peux avoir des feedbacks après qui peuvent voir comment justement l'IA peut évoluer pour mieux répondre aux clients. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Pour mieux te connaître, parce que nous chez TechRox on aime bien mettre en lumière les tech leaders, et puis on aime bien comprendre les gens. Maintenant on a compris ton long parcours et la logique de ta présence ici. Mais pour encore mieux te connaître, on aime bien poser deux trois questions sur toi, comment tu définis un tech leader, ou quelles sont tes inspirations au quotidien, enfin, en termes de livres, de newsletters, de podcasts, voilà. Donc déjà, première question, pour toi, comment tu définis, quelles sont les qualités qu'on doit avoir en tant que tech leader? Alors pour moi, la qualité numéro un d'un tech leader, c'est vraiment la capacité d'apprentissage. Donc, que ce soit, vraiment la rapidité, pour apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi juste la motivation à apprendre. Et donc je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment, savoir ne sait pas, savoir se remettre en question et être prêt, justement à sortir de sa zone de confort et à apprendre quelque chose de nouveau. Et au contraire, justement, ce qui ferait justement un mauvais tech leader, je dirais, c'est ne pas oser admettre qu'on ne sait pas et penser qu'on sait tout et qu'on a déjà fait pas mal de choses dans sa vie et que maintenant, du coup, on est «tranquille» entre guillemets. Ça, pour moi, c'est ça, enfin, qui peut être un problème parce que du coup, on n'est pas dans cette, remise en question et on n'est pas, prêt à toujours aller plus loin et à se développer. Et je pense que ouais, certains appelleraient ça le growth mindset. Je sais pas si c'est exactement ça, mais en gros, pour moi, c'est vraiment ça qui fait l'importance d'un tech leader, enfin qui fait le succès pardon d'un tech leader. Et donc là, par exemple, chez OpenAI, je pense que tous les gens avec qui je travaille, peuvent être considérés comme des tech leaders. On n'est pas, beaucoup, dans la boîte encore, ça reste petit, mais tous les gens avec qui je travaille sont vraiment, très impressionnants et justement, ils ont tous cette capacité à, se remettre en question, à admettre qu'ils ne savent pas certaines choses et du coup, à toujours être à l'écoute, de nouvelles choses, à toujours, être prêt à découvrir, à apprendre. Et pour moi, c'est vraiment ça, qui est le plus important.
Et alors justement, comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as aujourd'hui, alors on a tous plein d'inspirations, mais est-ce qu'il y en a des inspirations principales, que tu as envie de partager, qui t'aident un peu dans ton quotidien ou dans ta vision justement de Oui, alors c'est une vaste question parce que j'écoute beaucoup de podcasts et de livres audio et enfin et même des livres, tout court. Mais, si je devais donner peut-être, allez 2 livres qui m'ont beaucoup marquée, donc c'est pas, lié à l'IA, c'est surtout lié je pense à l'entrepreneuriat et juste à la vie en général. Mais le premier, alors c'est assez cliché, mais, c'est, Atomic Habits. J'en ai beaucoup entendu parler. Au début, je pensais que c'était un peu du vent, pour être honnête, et finalement je l'ai lu et j'ai été très agréablement surprise parce que, enfin, je j'y croyais pas trop et finalement j'ai mis en place certaines choses qui sont mentionnées dans ce livre et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, belle surprise, je recommande. Et un autre qui m'a pas mal marqué, c'est, The Minimalist Entrepreneur, du founder de Gumroad. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que souvent, en fait, on fait un peu l'apologie du growth à tout prix, d'aller très vite, de faire des choses, démesurées. Et en fait, dans ce livre, le founder qui est passé aussi par ce côté, voilà, faire, une boîte, qui a levé plein d'argent, qui va très vite et cetera. En fait, il parle de comment être, plus minimaliste en tant qu'entrepreneur et comment enfin, voilà, focaliser sur la rentabilité et comment, se concentrer sur les choses les plus importantes et un peu, oublier tout le reste. Et donc j'aime beaucoup ce livre parce qu'il remet bien les choses en perspective. bah, écoute, merci pour ces, conseils très originaux parce que c'est le genre de conseils qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup avoir, donc c'est super. Alors maintenant, je te propose quand même qu'on échange un peu sur ton intervention lors du summit parce que faut qu'on parle un peu du sujet que tu as envie d'évoquer avec nous. Quel va être le sujet de ta conférence? Tu peux nous la présenter, Alors, du coup, on va parler de comment construire, pour demain avec, l'IA générative. Donc, je pense que tout le monde le sait, ce domaine évolue extrêmement rapidement. C'est du jamais vu comparé au software classique. Enfin, il y a des nouvelles choses qui sortent, tous les mois, voire tous les jours. Et enfin, si on regarde là tout ce qui est sorti depuis le début de l'année, c'est ahurissant. Et donc, en fait, ça change la façon dont on doit développer, des boîtes ou même, des features. Enfin, si on repense un peu au Dev Day d'OpenAI qui était, en novembre dernier, en fait, il y a eu pas mal de de gens qui se sont plaints après coup en disant, «Oh là là, OpenAI a tué ma boîte, en 1 heure, quoi. Un Dev Day, ça y est, j'ai plus de boîte», voilà. Mais du coup, en fait, ça, je pense que c'est évitable. Et donc, si, on développe un feature, ou un produit ou même une boîte entière avec un peu cette, épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui nous dit, «OK, peut-être qu'en fait, demain, il y a une autre boîte qui va sortir quelque chose, que ce soit OpenAI ou d'autres, hein, et ça va me rendre obsolète», bah, c'est pas possible d'être, serein dans le développement de cette boîte ou ce produit. Donc, en fait, on va vraiment parler de comment mettre en place, des process, comment se prendre en compte les développements futurs, comment se focaliser sur, l'UX et comment créer de la valeur au-delà de l'IA pour justement éviter cette situation. Et donc je pense que vraiment, enfin, c'est un mindset à avoir et qu'une fois qu'on a compris et qu'on a développé ce mindset, en fait, on n'est plus à risque, parce qu'on saura toujours, rebondir lorsqu'il y aura des nouvelles choses qui vont un peu, menacer, ce qu'on est en train de développer. Donc le but, c'est vraiment d'aider les gens à avoir, ces notions en tête pour, éviter de devenir obsolète, bah, au moindre nouvel announcement, enfin, à la moindre annonce d'une boîte, qui crée de l'IA. petite question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que justement c'est un peu, bon là on est sur le thème de la résilience, donc là je pense qu'on est en plein dedans puisque le but c'est comment, rester résilient, justement avec, l'évolution, extrêmement rapide et la révolution qu'amène l'IA générative. Est-ce que aujourd'hui, c'est ce que tu fais au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas voir justement, quand tu dis que tu customer facing, c'est ce que tu fais, justement, enfin ce que tu conseilles ou tu essayes de voir justement pour transformer, on va dire le métier, de ton client, pour qu'il intègre l'IA au lieu de se dire: «Bon bah, en fait l'IA va le faire à ma place», quoi? Je veux dire, c'est un peu ce que tu fais au quotidien aussi? Alors il y a des 2. En général, les clients avec qui on travaille, enfin de manière, très proche, c'est quand même des très grosses boîtes qui sont assez, bien positionnées sur le marché pour pas avoir,
trop de risques, on va dire. C'est moins risqué, on va dire, qu'une startup qui se lance uniquement sur quelque chose qui peut devenir obsolète du jour au lendemain. Mais par contre, il y a beaucoup d'éducation sur le fait de ne pas passer trop de temps à développer des choses qui, demain, ne vaudront plus le coup. Et typiquement, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, l'erreur que j'ai faite quand j'ai fait ma startup, c'est j'ai passé énormément de temps, enfin, franchement, j'ai passé des nuits à coder jusqu'à, pas d'heure parce que justement j'essayais de combler un peu ce gap, avec la technologie et faire quelque chose qui marche mieux. Et donc j'ai investi beaucoup de temps là-dedans, alors qu'en fait, finalement, si je l'avais investi dans autre chose, peut-être que, la boîte aurait mieux marché et peut-être que, une fois que la technologie aurait rattrapé, on aurait pu faire des changements de dernière minute et tout aurait mieux fonctionné. Je ne sais pas, on va pas refaire l'histoire, mais du coup, c'est ce qu'on essaye d'un peu inculquer, chez nos clients. C'est vraiment, surtout que nous, en fait, on a un peu cette, vision aussi, sur la roadmap. Enfin, parfois, on peut partager des choses, parfois on peut pas. Mais du coup, on a des idées de ce qui va arriver et donc on essaie de communiquer ça avec nos clients pour justement qu'ils n'investissent pas trop de temps, à faire des choses qui ne valent pas le coup et qui se concentrent plutôt sur les choses à forte valeur ajoutée et qui vont pas être, inutiles du jour au lendemain parce qu'on aura sorti quelque chose de nouveau. Donc il y a pas mal, ce côté éducation. Après, comme je disais, les clients avec qui on travaille, souvent, c'est des grosses boîtes, donc ils ont compris déjà un peu ce système-là et ils sont assez, matures déjà. Alors il y a plusieurs niveaux de maturité, surtout que je travaille avec des clients européens et des clients américains. C'est vrai qu'en Europe, on a quand même moins de maturité sur tous les sujets de generative AI en général et donc il y a des clients qui sont plus matures que d'autres et il y en a qui arrivent à très bien anticiper ces sujets-là. Il y en a d'autres qui ont besoin justement, qu'on les aide un peu plus à réfléchir à comment, prioriser et comment se focaliser sur, ce qui a le plus de sens. Bon, de toute façon, ton talk va pas être sur les solutions OpenAI, hein, ça va être vraiment sur l'AI en général. Et juste pour finir, est-ce que tu penses qu'il y a un public particulier? Enfin, est-ce que c'est là, je veux juste rappeler que ton talk va pas être particulièrement ultra technique, il va être justement sur le comment embrasser l'AI dans son évolution et dans son métier propre. Oui, 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 ça va pas être, spécialement technique. Je pense que ça s'apparente, beaucoup à enfin, en tout cas, les personnes peut-être, qui vont être le plus intéressées, ça va être les gens qui travaillent beaucoup, sur la partie produit. Parce que justement, on va parler beaucoup de produits, et de comment justement adapter le produit en prenant en compte toutes ces évolutions technologiques. Donc, ça va pas, enfin, être, focalisé sur un public en particulier. Je pense que ça peut intéresser, beaucoup de monde. En particulier, les entrepreneurs, donc les gens qui sont encore, en fait, je dis les entrepreneurs, mais les gens qui développent des choses tout court, donc ça peut même être au sein d'une plus grosse boîte, être, en train de développer un nouveau produit ou même juste une nouvelle feature. Mais je pense que ça touche beaucoup de monde, en fait, ces sujets-là. À partir du moment où on développe quelque chose qui est à risque d'être, disrupté, alors j'aime pas du tout ce mot, mais là, pour le coup, je pense que ça s'applique. Ça peut être intéressant parce que et que ce soit, enfin, au niveau du leadership, de comment mettre en place des stratégies pour toute la boîte ou vraiment au niveau des personnes qui développent les produits. Dans les 2 cas, en fait, il y a des choses à faire pour justement éviter des situations où, on se rend compte que ce qu'on fait n'a pas, enfin, risque de devenir inutile, demain. Donc, le talk vise toutes les personnes qui, veulent justement développer des choses, dans le domaine de la generative AI, mais je pense que ça touche aussi beaucoup de domaines parce que la generative AI, c'est une technologie qui est donc c'est un outil finalement qui peut toucher plein d'industries. Donc, c'est pas, justement que les personnes qui développent des choses technologiques dans le domaine de la generative AI, c'est vraiment toutes les industries qui pourraient utiliser, cette technologie-là pour améliorer leurs produits. Donc, il y a pas mal de personnes, je pense, qui peuvent être concernées par, le sujet du talk. Eh ben, super. Bah, merci en tout cas beaucoup pour cette introduction. Moi, je suis très impatient de pouvoir suivre ton talk, qui a l'air passionnant, sincèrement. Merci Katia, encore une fois, pour avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et d'avoir expliqué aussi un peu ton parcours. On se retrouve donc pour le Tech Rock Summit les 2 et 3 décembre prochains. Donc, je vous invite dès à présent à prendre vos places. Et encore une fois, merci Katia. Merci à toi.
et à très bientôt. À bientôt. Merci.